Polynésie, seuls 58% des habitants ont accès à l'eau potable. Une distribution inégale de la ressource, tant son exploitation est compliquée en fonction des îles. Le dérèglement climatique complique la distribution et le gaspillage est à proscrire dans des terres entourées d'eau. Les Marquises sont sûrement les îles les plus verdoyantes de Polynésie. Le climat subtropical offre au relief des milliards de mètres cubes d'eau chaque année. Pourtant, ici, l'accès à l'eau douce est un enjeu de plus en plus compliqué. Sur l'île de Uahuka, un habitant sur 5 n'a pas d'eau potable dans son habitation. Tous les jours, on vient chercher l'eau. L'eau, c'est pas potable. C'est ça l'eau, au robinet. Et l'eau à la maison, c'est pour faire le maïs, tout ça, pour se baigner, tout. Sinon, ça fait que pour boire. Quand c'est la sécheresse, des fois, il n'y a pas d'eau. Là, pendant une semaine, il n'y avait pas d'eau. Ben, aujourd'hui, on a lâché l'eau. On a dû se plaindre pour avoir l'eau. Garantir l'accès à l'eau est un défi du quotidien. Tu vois, là, ça coule. Hein? D'ici une semaine, 2 semaines, aussi. Alors que quand je suis arrivé dans les années 2000, même s'il y a la sécheresse, ça ne s'asséchait pas. Ah, maintenant, ça a changé. Hein? Mais tu as vu la vallée, hein? C'est beau. Hein? Moi, j'adore. Là, nous allons aller voir le captage de la vallée de Vaipae sur une terre qui s'appelle Vaiokio. Et nous, on appelle ce captage-là le captage de Vaiokio. Sur cette petite île, il n'y a pas de forage. L'eau est captée directement dans le lit des rivières, en fond de vallée, loin de toute éventuelle pollution. Ce tuyau-là, c'est le tuyau qui vient du captage de Vaiokio. Et de là, il va emmener l'eau jusqu'au décanteur. Cette eau-là va alimenter aussi notre bâche de relevage, notre station de pompage, qui va alimenter la vallée de Vaipae et la vallée de Vaiumete. L'eau à Uahuka, c'est quelque chose qui devient de plus en plus au cœur de nos préoccupations. Nous constatons d'année en année les conséquences du réchauffement climatique et l'impact de plus en plus important de la sécheresse sur notre île. On n'a jamais eu de pénurie d'eau, il faut être clair. Hein. À Uahuka, on a de l'eau. Mais on constate que d'année en année, c'est de plus en plus compliqué. Quand on a de l'eau, tout va bien, quand il pleut, etc. Mais il faut savoir qu'en moyenne, sur Uahuka, c'est 8 mois de sécheresse sur 4 mois de pluie, en moyenne, en grosse moyenne. Et donc, quand c'est la sécheresse, très rapidement, on voit une baisse de la ressource. C'est pour ça que ça nous inquiète un peu. Mais nous arrivons à gérer parce que nous avons plusieurs points de captage. Nous avons une bâche de relevage, une station de pompage qui nous permet de pallier un peu. Et il y a aussi une autre chose, c'est que la population s'agrandit. Enfin, le nombre d'habitations a aussi agrandi à Uahuka. Et ça aussi, ça impacte bien sûr sur le nombre d'abonnés, le nombre de compteurs, et évidemment sur la consommation. On gère une ressource que nous ne maîtrisons pas. Donc nous sommes aussi en train de réfléchir
à développer de nouvelles ressources. Nous avons par exemple appelé l'Agence française pour la biodiversité pour nous accompagner et puis pour nous dire ce qui existe déjà. Par exemple, ils nous ont parlé de désalinisateurs, de dispositifs comme ça. Ça, c'est vraiment des dispositifs que nous voyons à l'extrême. Si vraiment on n'a plus de moyens, il faudra aussi investir sur ça. Par exemple, pour l'agriculture, pourquoi ne pas investir dans ces dispositifs-là et qui vont servir que pour une zone agricole? Et les dispositifs que nous avons là sur la consommation de la population, dans tout ce qui est vital, quoi. L'eau est acheminée dans de petits bassins de décantation avant d'être distribuée. Ils sont régulièrement contrôlés. Leur niveau indique les épisodes de sécheresse à venir. Un bon indicateur, surtout de voir si on a beaucoup d'eau ou pas, parce que c'est ici que le premier passage, et suivant le niveau que nous pouvons constater ici, c'est là qu'on voit s'il y a une baisse d'eau. Là, on peut voir par exemple que c'est bien rempli et que le trop-plein fonctionne là. Donc, malgré qu'on soit le jour et qu'à une heure d'ailleurs où il y a la consommation de la population, on voit qu'il y a de l'eau on a de l'eau en stockage, on va dire ça comme ça. Les aléas climatiques coûtent de l'argent aux communes. Chaque année, elles doivent investir pour répondre à la demande, mais aussi pallier les épisodes de sécheresse de plus en plus nombreux. C'est un budget qui s'organise, hein, et c'est pour ça que pour la rénovation de ces skids-là, nous avons échelonné sur plusieurs années. Depuis 2014, nous en avions 3, et là nous sommes en train de les rénover, et nous en avons installé un en plus, ce qui nous fait 4. On n'a pas fait le choix de remplacer tous les 4 la même année, donc on a échelonné. Évidemment que ça a un coût. Et il ne faut pas oublier que nous avons un budget annexe, et ce budget annexe ne s'autosuffit pas. Hein, c'est le budget principal qui l'approvisionne pour pouvoir subvenir aux besoins financiers. Lorsqu'on a eu en 2019 la sécheresse, c'était presque 18 mois. Mais c'est surtout sur la force de la sécheresse. Hein. En 2008, on a eu presque 4 ans de sécheresse. Et là, en 2019, en une année, un peu plus d'une année, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus fort qu'en 2008, quoi. Nous appelons la population à rentrer dans une démarche de maîtrise, de préservation de la ressource. La population comprend ça. Quand tu vois le climat dur que nous avons parfois par rapport à la sécheresse, ils savent qu'il faut gérer. Hein? Ils savent qu'il faut gérer. La population, je pense, est très sensible, hein, à ce sujet-là. Hein? Il y en a bien sûr qui rejettent ça sur essentiellement, c'est la commune qui s'occupe de l'eau. Mais non, c'est pas comme ça qu'on voit la chose. Il faut que tout le monde soit concerné par ce problème-là. L'accès à l'eau est une garantie gérée par les pouvoirs publics. À Papeete, sa gestion est confiée à la Polynésienne des eaux. L'entreprise gère l'eau potable de 120 000 abonnés, soit un Polynésien sur 3. Pour éviter le gaspillage de la ressource, le réseau est surveillé 24 heures sur 24 pour traquer les dysfonctionnements et limiter les pertes. C'est une vue de toutes les fuites qu'on a détectées sur Papeete. Donc c'est depuis la mise en place de l'outil. Hein. Cet outil il a été mis en place depuis 2 ans. On a numérisé effectivement la détection de nos fuites. Et donc ici on voit que en fait, sur l'ensemble de nos exploitations, on a détecté à peu près 1300 fuites depuis 2 ans. Les fuites, effectivement, c'est notre bête noire. Notre travail, c'est effectivement d'optimiser nos rendements de réseau. Hein. Donc par exemple, pour la commune de Papeete, sur laquelle on a mis en place la télérelève, on leur a développé un outil qui leur permet de suivre en fait, la consommation d'eau de l'ensemble de leurs bâtiments communaux. Et là, par exemple, on est sur un de leurs sites. Ils ont tous les jours mis à jour le débit de nuit qui passe à travers leur compteur d'eau. Et là, par exemple, on constate qu'il y a une fuite qui a augmenté. Ils ont détecté la fuite grâce à cet outil-là. Et ils ont pu la réparer et le débit de nuit a diminué, et ce qui fera une consommation d'eau en moins. Ça va dans le bon sens. Avec les conséquences du changement climatique, on sait que le risque, c'est que les ressources en eau diminuent. Donc on doit agir à la fois sur la diminution des consommations d'eau des abonnés au service de l'eau, mais aussi
au niveau des réseaux publics, diminuer les pertes en eau pour préserver au maximum les ressources. Ça va, Renoui? La journée s'est bien passée? Oui, très bien, ça va. Est-ce qu'on a eu des fuites aujourd'hui? Oui, on en a eu quelques-unes. Du coup, on a envoyé 2 équipes aujourd'hui. D'accord, et c'est bon, tu as eu les comptes rendus, tout ça? Non, le temps que les avions reviennent, du coup... Dans l'aire urbaine de Papeete, l'eau ne parcourt que quelques centaines de mètres avant d'arriver chez les habitants. La ressource vient principalement des vallées avoisinantes. Papeete, les ressources sont principalement des ressources souterraines. Tu as 90% de la production d'eau de Papeete qui est au fond de la vallée de la Fatawa. Ce sont principalement des galeries drainantes, des forages horizontaux et des forages verticaux. Et les 10 autres pourcents qui sont produits sont sur la vallée de la Tiperui. Et là-bas, on a principalement des galeries drainantes et une source. Une gestion aujourd'hui à la pointe de la technologie qui porte ses fruits. En l'espace de quelques années, des dizaines de mètres cubes d'eau ont pu être ainsi économisés. C'est le cas sur la commune de Pirée. Pirée, on a démarré le contrat de gestion de services publics en 2013. En octobre 2013, le rendement de réseau, à l'époque, était estimé à 36%. 36%, ça veut dire quoi, le rendement de réseau? Ça veut dire que sur 1000 litres qu'on injecte dans le réseau, il n'y en a que 360 litres qui arrivent au robinet du consommateur. C'est ça que ça veut dire. Ils sont perdus. Ils sont perdus dans des fuites. Que ce soit des fuites chez l'abonné ou des fuites sur la partie publique. D'accord? Là, en l'occurrence, les 360 litres qui arrivent, enfin les litres perdus, c'est plutôt sur la partie publique du réseau. Aujourd'hui, en 2023, fin 2023, sur l'année 2023, on a constaté un rendement de réseau à 71%. Ça veut dire que sur 1000 litres qu'on met dans le réseau, il y en a 710 litres qui arrivent au robinet du consommateur. Donc on voit qu'on est passé de 360 litres à 710 litres. On a fait plus que x2 sur ce qu'on est capable d'apporter au consommateur. Une gestion raisonnée qui n'empêche pas d'adopter les bons gestes pour éviter le gaspillage. En Polynésie, jusqu'à la fin des années 90, l'eau était gratuite. C'est vrai qu'il y a un des leviers qui est le compteur d'eau. C'est un levier qui est important dans la maîtrise de la consommation. À partir du moment où on commence à facturer l'eau, c'est vrai qu'on remarque que les clients, les consommateurs font attention, font un peu plus attention. Aujourd'hui, dans notre structure tarifaire, on a introduit depuis quelques années quand même des aménagements qui sont incitatifs. On a par exemple sur Papeete une tranche de 10 mètres cubes par mois pour ce qu'on appelle l'eau essentielle, les besoins courants. Et puis après, il y a des tranches progressives pour l'eau utile. Et puis après, au-delà de ça, c'est l'eau un peu de confort. Donc c'est vrai que plus on consomme, plus ça va coûter cher. En revanche, on essaie de faire attention à quand même donner une enveloppe de volume qui permettent quand même de consommer à une tarification qui est juste, quoi. On est passé par exemple à Papeete d'une consommation annuelle moyenne d'environ 600 mètres cubes il y a encore 10-20 ans à un peu moins de 100 mètres cubes aujourd'hui. Donc c'est vrai que les habitants ont fait beaucoup attention. On a aussi contribué à leur donner des outils pour maîtriser leur consommation. Je pense par exemple au déploiement de la télérelève, des compteurs qu'on dit intelligents depuis quelques années sur tout le territoire de Papeete et de Bora, qui permet à chaque abonné de suivre sa consommation en temps réel et puis surtout d'être alerté en cas de surconsommation et puis surtout en cas de fuite. Donc de façon passive, on peut recevoir soit un SMS, soit un email et puis après on fait une recherche de fuite, on appelle un plombier ou on répare soi-même. Alors là où avant il fallait attendre une relève qui durait, une fréquence de relève qui était trimestrielle, donc pendant 3 mois il pouvait se passer pas mal de choses. Donc c'est des moyens aussi techniques qui permettent d'accompagner les usagers dans leur effort de maîtrise de la consommation. Oh là là, il y a des petites fuites chez maman. On ne se rend pas bien compte de la chance qu'on a par rapport à d'autres pays où effectivement il y a des variations beaucoup plus importantes. Mais il ne faut pas prendre cette chance pour acquise. En fait, encore une fois, il y a des territoires. Quand je parle de territoire, c'est des communes, par exemple à Montréal, des secteurs entiers où il y a des phénomènes de sécheresse. Les habitants en pâtissent. Donc aujourd'hui, il y a quand même une pression démographique qui est importante. Et donc ces populations qui, entre guillemets, s'expatrient un peu plus loin, ont besoin de services essentiels, des écoles, des commerces. Et puis aussi, finalement, quand on rentre le soir après le boulot ou après le sport,
de pouvoir prendre sa douche, pouvoir cuisiner, etc. Donc c'est important d'accompagner aussi ces mouvements de population et de pouvoir répondre à ces besoins de services essentiels finalement. Dans les Tuamotu, sur l'atoll de Rangiroa, l'eau douce est une préoccupation quotidienne. Il n'existe pas de réseau de distribution de l'eau. Chaque habitant, chaque entreprise doit trouver la solution la plus adaptée. Parvenir à faire pousser des fruits ou des légumes est un véritable défi. Sébastien Tépénier a mis 20 ans pour faire pousser du vignoble et ce potager. C'est notamment grâce à ces petites constructions directement reliées à la lentille d'eau douce. C'est ce que tu vas faire sur ton faapou. On va déplacer d'abord la tôle. Alors ça, c'est un puits, comme le faisaient les anciens sur tous les atolls. Ils creusaient des puits naturels et ils mettaient des pierres tout autour pour que l'eau puisse passer par les côtés et ils pompaient. Ils allaient se servir dans la lentille d'eau douce. Super, merci beaucoup. Le meilleur instrument pour mesurer la salinité, c'est celui-là. Là, si tu ne détectes pas de sel, ça veut dire que tu es à moins de 2 pour 1000. Là, en l'occurrence, l'eau, elle est parfaite. C'est un maillon essentiel de l'agriculture locale. Ce puits, tel que tu le vois ici, il est exploité depuis 25 ans. Et chaque année, on pompe 1 million de litres par an sur ce puits. Ce n'est pas une réserve inépuisable, c'est une réserve qu'il faut gérer correctement. Mais elle est potentiellement inépuisable si on la gère bien. 5 kilomètres de tuyaux ont été installés pour relier les différentes parcelles et assurer un arrosage chaque jour de l'année. Toute l'eau qui vient dans ce système d'irrigation, elle est directement connectée au puits solaire. On ne passe plus par une cuve. On a tout simplement calculé le débit du puits, qui est de à peu près 800 litres/heure, et on a mis 400 goutteurs à 2 litres/heure. Voilà. Et donc ça va nous permettre d'irriguer cette parcelle. Il faut 30 000 litres d'eau par jour en provenance de la lentille d'eau douce pour faire pousser les ourous, les citronniers et les légumes du potager. Alors l'eau douce, elle vient de la pluie. On a des fortes précipitations en Polynésie avec des forts cumuls. Et sur les sols calcaires notamment, elle va s'infiltrer rapidement et elle va alimenter cette nappe phréatique. On peut dire que les lentilles d'eau saumâtre sont des grands réservoirs souterrains finalement. Cette eau, une fois qu'elle s'est infiltrée, elle va nourrir les végétaux qui sont à la surface. Sur les motus qui sont très larges, on a la possibilité d'exploiter les lentilles d'eau. Et si on le fait correctement avec des pompages solaires, qui ont des caractéristiques bien particulières pour les atolls, c'est-à-dire un très faible débit, on ne va pas faire remonter d'eau de mer. Parce qu'il faut bien comprendre que ces réservoirs d'eau, ils sont sous forme de lentilles. Mais en dessous, on a de l'eau de mer. On peut malgré tout avoir de l'eau douce à plusieurs mètres sous le niveau de la mer. Parce que l'eau douce est plus légère que l'eau de mer et donc elle ne va pas se mélanger. Ce qu'il faut, c'est pas faire remonter cette eau de mer qui est en dessous. Les fruits et légumes produits sur ce banc de sable, au cœur du Pacifique, alimentent les enfants de la cantine scolaire de l'atoll. Une ressource fragile qui n'empêche cependant pas les entrepreneurs de se lancer dans des activités qui nécessitent d'importants besoins en eau. Stevenson a créé un faapou d'herbes aromatiques, de légumes et de fruits dans une vallée de Papa à Moorea. Ça, c'est des grenadines. Des grenadines, la goyave. Tu sais, les confitures de goyave, on adore les confitures de goyave. Hein.
Donc les goyaviers. Après il y a du café là au bout. Voilà. Je ne suis pas un grand agriculteur, il y a à peu près 1 hectare ici. C'est déjà d'avoir planté ce toumuru avec quelques autres arbres vivriers, le fei, le taroua, toutes ces plantes qui est maintenant moins mangée par les Polynésiens, par nous-mêmes. Hein. Et de remettre ça maintenant, c'est très important pour moi en fait. Pour parvenir à rendre cette parcelle exploitable, il puise l'eau de la montagne qui ruisselle sur cette falaise. Avant d'acquérir un terrain comme ça, évidemment, on n'est pas venu comme ça, comme des bleus. Hein. Moi, je regarde l'eau en premier. Donc, j'ai parcouru la montagne, je suis allé vers la falaise et ensuite, j'ai trouvé un petit endroit où il y avait de l'eau. On est allé dans une période où, sécheresse, j'ai trouvé une petite source où j'ai fait un petit captage. Et que je collecte on a 15 000 litres, et voilà, et qu'on redistribue pour les arbres, pour nourrir les arbres, voilà. Déjà, d'avoir de l'eau, c'est la vie, hein. De ne pas avoir d'électricité, c'est pas un souci pour moi, mais de ne pas avoir d'eau, c'est vraiment un souci. Voilà, surtout si tu es dans l'agriculture. Les tuyaux, en tout, on en a eu pour, avec les citernes, on en a eu pour 1,4 million, un truc comme ça. Hein. Là, on en a mis à peu près 800 mètres de tuyaux, un peu partout. Hein. 800 mètres de tuyaux pour approvisionner presque chaque plante. Ici, l'eau est distribuée au cas par cas pour éviter le gaspillage. Ben ça, voilà, tu vois, quand tu ouvres comme ça, là, tu as de l'eau, voilà, tu as de l'eau qui coule. Donc tu as juste à nettoyer un peu comme ça. Et là, voilà, tu gères un peu l'eau. Et si tu veux le fermer complètement, tu as juste à tourner. Tac, et là, tu n'as plus d'eau. Donc je gère l'eau de cette plante. Après, si je passe à l'autre plante et que je vois voilà, qu'il est bon, il n'a pas besoin d'eau, ben, je le laisse. Tout dépend du temps. Le tuyau, il n'est pas tout le temps ouvert, hein, sauf pour les animaux. Les animaux, ils ont de l'eau constante et goutte à goutte, ils vont boire. Ah, c'est obligé. Hein, j'ai 30 à 40 poules, donc elles ont besoin de boire. Voilà. Et pour gérer tout ça, il faut se lever, aller voir dans le champ, observer et se rendre compte de ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas. Hein. S'il y a trop, voilà. Des fois, elle n'a pas besoin. Hein. Et après, quand il fait vraiment chaud ou quoi, des fois, elles ont besoin juste un tout petit peu, hein, la nuit ou souvent la nuit. Voilà. Comme ça, ça a le temps de bien rester humidifié, plus le houper, la buée du matin. Et c'est ce qui fait que voilà, la plante, elle garde un peu l'humidité. Voilà. L'eau, l'eau ici, je pense qu'elle est épuisable. Hein. Donc il faut faire attention hein, à ce qu'on fait ou comment on utilise. D'ailleurs, tous les voisins du bas, ils ont des soucis d'eau. Hein. Voilà, on a beaucoup d'eau autour de nous, mais c'est de l'eau salée, hein, de l'eau potable, il n'y en a pas beaucoup. C'est un gros problème ici hein, avec l'eau. Hein. Les gestes de Stevenson pour préserver l'eau ne sont pas une petite goutte. Chaque action compte pour diminuer notre consommation d'une ressource de plus en plus précieuse.